Bienvenue dans School TV, le MAG. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Agathe Delannoy. Salut Agathe. Salut Alix. Dans cette nouvelle édition, je vous invite à plonger dans les coulisses du jeu d'échecs. On verra dans quelle mesure il peut être un véritable outil pédagogique. On abordera aussi l'évolution du jeu d'échecs à l'ère numérique, un jeu devenu populaire, notamment chez les jeunes, grâce aux plateformes en ligne et aux réseaux sociaux. Quel impact sur l'apprentissage et la pratique du jeu? On vous en dit plus dans cette émission. Et dans ta loupe, Agathe, de quoi nous parles-tu? Eh bien, je vais vous parler du chessboxing. C'est une discipline qui mêle boxe anglaise et le jeu d'échecs. C'est parti pour une nouvelle émission. Et avec nous par Skype, François Bernard Métil est là, ancien arbitre et animateur d'échecs au sein de la Fédération française des échecs pour le club d'Yssingeaux. Bonjour François, bienvenue. Bonjour à vous, merci de votre invitation. Et avec nous également Kevin Bordy, commentateur d'échecs, auteur, youtubeur et streamer passionné d'échecs. Bienvenue Kevin. Bonjour à vous. Et pour commencer François, comment devient-on arbitre d'échecs? Alors, je peux parler pour mon cas personnel. En fait, j'ai passé l'examen pour aider mon club. Ils avaient besoin d'arbitres, ils n'avaient absolument aucun arbitre. Et en fait, de fil en aiguille, ça m'a beaucoup intéressé. Je trouvais que c'était intéressant. Et il faut savoir que c'est un examen quand même assez difficile. Il y a deux modules. Il y a un module de règles générales et un module plus administratif, et puis organisation des compétitions. Et je dirais pas à ma grande surprise, mais j'ai eu la chance de réussir. Et depuis, je compte continuer, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. D'autant qu'il y a un niveau d'arbitre, il y a un excellent niveau d'arbitrage aux échecs. Et donc il n'y a pas besoin de savoir jouer, d'être un bon joueur pour être arbitre? Tout à fait. Kevin, vous êtes youtubeur et streamer d'échecs, donc quand et comment vous est venue l'envie de partager votre passion? Tout simplement, je travaillais dans un club d'échecs et on n'avait pas énormément d'élèves, on va dire, l'après-midi. Donc je passais des journées un petit peu vides à lire des livres et un petit peu frustrants. Et donc j'ai décidé le soir d'allumer ma caméra et de commencer à expliquer les parties d'échecs qui se jouaient à haut niveau et les parties que je jouais. Donc c'était vraiment une envie de partage et Internet était le meilleur vecteur pour le faire à ce moment-là, il y a une quinzaine d'années. Je vous propose justement qu'on regarde un extrait. Coucou. Non, j'ai fait Dame D3. Mais comment j'ai fait ça? En vrai, il me gêne pas vraiment dans l'ouverture pour le moment. Enfin, ce qu'il fait est correct, hein, mais... Enfin, correct. A une gueule normale, mais... Putain, j'ai raté Dame. Fou prend Dame. Oh là là. N'importe quoi. Maintenant qu'on a tout sorti, on pense à améliorer nos pièces. Et donc là, je mets ma dame en H6 en protection du fou. Donc, attention à la dame, elle peut pas être mangée. On voit... Oh mince! Oh le malaise! J'ai mal cliqué. Oh le malaise! Kevin, comment votre passion pour les échecs a-t-elle commencé? Elle a commencé lorsque j'avais 6 ans et demi. Mon papa avait un jeu mystérieux sur Game Boy. C'est un jeu d'échecs en réalité. Et j'essayais tous les jours de jouer et d'apprendre mécaniquement à déplacer les pièces les unes après les autres. Donc un jour, mon papa a décidé de me prendre une heure et de m'apprendre à jouer. Et c'est très vite devenu une passion. Et François, quelles compétences faut-il pour être un bon arbitre? Je crois, d'abord, il faut aimer le jeu, il faut aimer les joueurs. Ça, c'est la toute première chose. Deuxième chose, il faut toujours garder son calme en toutes circonstances et avoir le goût d'aider. Est-ce qu'on peut tricher aux échecs, Kevin?
Ouais, malheureusement, c'est un gros problème actuellement au niveau de la fédération internationale. Peut-être vous avez suivi, mais il y a beaucoup d'affaires de triche qui ont fait grand bruit ces dernières années. Et c'est un des grands défis de la fédération internationale que de trouver des manières de l'empêcher parce que les technologies sont de plus en plus petites et l'ordinateur étant plus fort que l'être humain aux échecs, il suffit d'avoir un récepteur ou un ordinateur, entre guillemets, caché. Donc ça peut être même sous-cutané ou dans l'intestin, ou enfin n'importe où en fait, chacun peut avoir ses idées. Et donc ça permettrait de tricher. Et François, vous avez... Il y a beaucoup d'argent à la clé. Oui. François, vous avez une anecdote mémorable, peut-être de cet ordre-là, je ne sais pas s'il s'agissait de triche, mais à partager en tant qu'arbitre? Malheureusement non, je ne pourrais pas vous faire plaisir parce que je pense que ça reste relativement rare, la triche, même au plus haut niveau. Mais attention, on peut avoir des surprises à ce niveau-là, parce que comme disait très justement Kevin, il y a de plus en plus de miniaturisation. Bon, il faut quand même savoir qu'au haut niveau, il y a des détecteurs de métaux. Par exemple, les téléphones, il y en a rarement qui sont entièrement en plastique. Il y a quand même des choses qui sont mises en place. Mais il faut bien reconnaître que c'est un problème important et c'est un chantier pour la Fédération française des échecs. Permanent et même au niveau amateur, ils commencent à s'en soucier fortement. Mais Kevin, justement, vous l'avez brièvement évoqué, mais plus concrètement, ça ressemble à quoi cette triche grâce à des petites technologies? Ça peut prendre quelle forme? Je vais parler avant Kevin. Il va vous répondre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas exactement où on en est au niveau de la miniaturisation, etc., etc. Le problème, c'est pour ça que je me permettais de prendre la parole, c'est qu'il y a déjà un problème de diagnostic qui se pose. Et je laisse Kevin parler. Kevin, allez-y. Ouais, je vais abonder dans ce que dit François. En réalité, on détecte relativement peu de triche pour le moment à haut niveau, et on a du mal à savoir si la cause c'est qu'il n'y a pas de triche ou moins que ce que certains pensent, ou est-ce que on en trouve moins justement parce que les systèmes sont déjà très évolués. En tout cas, il y a eu un scandale de triche il y a à peu près 3 semaines de cela. C'était en Espagne, et le joueur, là, sa technique, il était 50e mondial à peu près, et lui, en fait, il avait caché un téléphone dans les toilettes, et il allait aux toilettes pendant la partie pour récupérer son téléphone et regarder les coups à jouer. Mais ça semble quand même une technique assez amateur, entre guillemets. Et donc, il y a une vraie inquiétude en réalité. On a du mal à en connaître l'ampleur, mais clairement, pas assez de choses Enfin, c'est pas assez de choses, mais c'est difficile d'avoir un protocole à mettre en place pour éviter cela. Et justement, là, on parle de triche, mais si on parle d'échecs et de développement personnel, est-ce qu'à contrario, les échecs, ça peut aussi apprendre à perdre? Ouais, c'est l'école de l'humilité, les échecs, parce que perdre, ça arrive quand même relativement souvent, forcément, puisque plus on progresse, de toute façon, plus on est confronté à des adversaires qui sont plus forts, et malheureusement ou heureusement, le challenge et les défis sont difficiles. Donc les échecs, ça apprend à perdre, et c'est vraiment un excellent vecteur dans l'éducation, puisque ça apprend beaucoup de valeurs au-delà de la concentration, etc. Mais aussi, comme vous y faisiez référence, justement à ce côté d'accepter la défaite et d'accepter qu'on a pu être plus bête que l'autre, j'ai envie de dire entre guillemets, parce que quand on perd aux échecs, on a toujours l'impression d'être bête, j'ai l'impression. C'est pas vraiment le cas, mais c'est le sentiment. Vous, François, du point de vue de l'arbitre, qu'est-ce que vous essayez de transmettre comme valeur aux participants? J'essaye de leur faire comprendre, surtout qu'on est là pour les aider, mais qu'il y a des règles. On parlait de la triche tout à l'heure. Bon, actuellement, c'est pas encore tout à fait. C'est le but de la fédération dans les Open d'échecs, que chacun ait son téléphone éteint et encore pas sur lui, qui reste dans un sac. Au niveau des rencontres par équipe, j'essaye de le faire appliquer. Vous voyez ceci. Alors, pourquoi c'est difficile à appliquer? Tout simplement parce qu'on n'a pas, d'une part, le loisir de fouiller les gens, heureusement, je dirais, et d'autre part, on n'a pas de détecteur.
Kevin, quelles sont les compétences qu'on développe quand on joue aux échecs ? Alors, je dirais, pour commencer, ce sont surtout des compétences de visualisation sur de la 2D, entre guillemets, puisque on doit imaginer les mouvements que les pièces vont jouer. Un peu, si vous avez vu le jeu de la dame, la série, c'est bien représenté dans cette série. On voit bien qu'on essaye vraiment de se projeter. Ça permet aussi de travailler la concentration, parce que les échecs, c'est un jeu de concentration. Une partie peut durer jusqu'à 6 heures, si on joue des parties longues, on va dire entre 5 et 6 heures. Et la difficulté des échecs, c'est qu'une erreur est vraiment très grave. Il vaut mieux jouer 29 coups moyens que 28 excellents coups et un très mauvais coup. Donc ça apprend aussi la concentration et ça apprend la responsabilité face aux décisions, parce qu'aux échecs, une décision est irrévocable. Donc une fois que vous avez pris une décision, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il faut être sûr de son choix. Et donc tout ça, c'est des qualités humaines et aussi cognitives qu'on développe. Mais oui, surtout la visualisation et la mémoire aussi. Mais c'est assez spécifique aux échecs. Compléter ce que dit Kevin. En fait, ce qu'on développe énormément aux échecs, c'est, comme disait Kevin, la concentration et également la mémoire. Par contre, il y a des qualités qui sont plus spécifiques et qui sont hyper intéressantes aux échecs. Moi, j'appelle ça le clip des échecs, c'est mon truc. Et qui servent dans la vie ou professionnelle, ou voir les politiques, etc. Alors, il y a un mot-clé aux échecs, quelque chose qui est hyper important, c'est le calcul. Quelqu'un qui n'est pas capable de calculer, il aura du mal à jouer aux échecs. Il faut d'une part lui apprendre à calculer, justement, et même à aimer calculer. Ensuite, vous avez le L, moi j'appelle ça, c'est la lucidité. Alors, la lucidité, il faut le comprendre positivement comme la clairvoyance, la vigilance. Mais en fait, aux échecs, on parle de lucidité. Les échecs, c'est tellement prenant. Comme disait Kevin, sur un coup, on peut perdre une partie. Et souvent, pour des questions émotionnelles, on peut perdre une partie de sa lucidité aux échecs. Il y a également le I. Il y a 2 I qui ont énormément d'importance et qui sont sous-estimés. C'est I pour imagination et I pour initiative. Ces deux paramètres sont très importants. Ce ne sont pas les 2 plus importants. Les 2 plus importants, c'est le C, c'est le calcul. Et le dernier, le P, c'est le plan, la planification. Il faut être capable de voir au-delà de 2-3 coups quand même. Voilà pour résumer. Merci. Agathe. Mais justement, une partie qui dure 6 heures, comment on fait pour rester concentré pendant ces 6 heures, justement, à devoir gérer les calculs, gérer la pression? C'est quoi la clé pour tenir autant de temps? Déjà, bien s'alimenter et bien boire, déjà. Ça, c'est important. Quand on est enfant, souvent, on oublie de le faire, mais il faut boire beaucoup d'eau et bien manger. Ça permet de garder de l'énergie terrestre. Aussi, il faut gérer son effort parce que une partie de 6 heures, c'est long, mais c'est pas tout le temps à vous de jouer. C'est-à-dire que globalement, ça va être 3 heures de temps à vous et 3 heures à l'adversaire. Donc, il faut gérer son effort. Et puis après, aussi, avec l'habitude, il faut dire, ça s'entraîne. Et les jeunes, ils arrivent vraiment à rester concentrés très longtemps. Je dois dire que passé un certain âge, ça devient un petit peu plus difficile après la 4e heure de jeu, malheureusement. L'endurance baisse, mais ça s'entraîne. Mais vraiment, l'alimentation et l'hydratation sont 2 points vraiment clés pour cela. François, est-ce que vous pouvez nous parler du dispositif classe échec proposé par la FFE ? Oui, le dispositif classe échec, c'est un dispositif qui est complémentaire de la formation pour les enfants qui se déroule qui se fait dans les écoles. Donc, en fait, c'est un dispositif qui existe environ depuis 5-6 ans, qu'a mis en place la Fédération française des échecs, et qui consiste à donner des kits. Il y a un kit par école, c'est un kit de 80 €. Le kit contient 10 échiquiers, un échiquier mural, 50 brochures à distribuer, règles et premiers exercices. Et en fait, ce sont des professeurs volontaires qui délivrent cette initiation d'échecs. Donc, en plus, il existe 20 séances clés en main pour les professeurs, des fiches de conduite de 20 séances, support d'exercice pour les élèves, vidéos démonstratives,
des séances deux séances sur une classe pilote et également des forums et des visioconférences interactives toute l'année. Et justement, Donc, on a parlé des bénéfices de manière générale, mais pour les enfants spécifiquement, quels sont les bénéfices des échecs ? Kevin, tu as une idée? Ah oui, complètement. Bah, justement, ça leur apprend la concentration déjà, vraiment. On en parlait plus tôt. À ce niveau-là, c'est très bien. Ça leur apprend aussi, quand je donnais des cours dans les écoles primaires en Suisse, les professeurs m'avaient dit qu'il y avait une différence dans les classes où ils faisaient des échecs, c'est qu'ils lisaient beaucoup mieux les consignes. Parce qu'aux échecs, on leur apprenait de réfléchir avant d'agir, et ils avaient remarqué que dans leur classe, les élèves, à la suite des cours d'échecs, avaient une meilleure attention et se lançaient moins dans la réponse aux exercices donnés. Je parle pour les autres matières, bien évidemment, mais prenaient plus d'attention sur la consigne. Et aussi, dans des choses assez surprenantes, on m'avait dit, par exemple, le professeur de géographie m'avait dit qu'il n'avait plus besoin dans le cours de leur apprendre à se référer sur une carte. C'est-à-dire qu'ils connaissaient déjà les coordonnées de la carte et ils savaient exactement comment placer les B4, quel monument y a-t-il sur la carte, ils savaient le trouver automatiquement. Donc il y a quelques connaissances aussi transversales comme ça par rapport aux échecs, mais à vrai dire, c'est surtout la concentration et avoir une meilleure approche face à un problème. Avant de poursuivre, oui, rapidement, si vous voulez, François. du côté de l'animateur, très brièvement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout va se faire chez les tout-petits, au niveau du bon apprentissage des échecs. Et là, il faut savoir ce qu'on fait. Par exemple, moi, j'animais l'an dernier les mercredis, on était en binôme, et il ne faut pas mélanger deux types d'enfants. C'est-à-dire que vous avez des enfants de 5, 6, 7 ans qui ont besoin d'un apprentissage des échecs qui est plutôt imagé, je dirais presque une méthode picturale. Ils sont toujours dans leur univers féerique. Donc, on leur apprend les échecs pas tout de suite sur un échiquier, mais on commence par apprendre les règles, le déplacement des pièces, mais carrément en 2D par le dessin et le coloriage. Et ensuite, secondairement, donc c'est pas tout à fait le même programme, secondairement, on passe à l'échiquier à partir des enfants de 7 ans. Ne bougez pas, messieurs. On passe à la loupe. Agathe a une découverte à nous partager. Et aujourd'hui, Agathe, tu nous parles d'un Français qui a introduit une discipline pour le moins insolite en France. Et oui, il s'agit de Thomas Cazeneuve, né à Nîmes. Thomas est un féru des échecs dès l'âge de 4 ans. Très jeune, il participe à ses premiers tournois où il s'impose très rapidement, décrochant plusieurs titres régionaux et départementaux. À 15 ans, il découvre le film culte Rocky. Et là, c'est le coup de foudre sur la boxe. Une nouvelle page de sa vie s'ouvre. Alix, est-ce que vous saviez qu'il existe un sport qui mêle justement ces deux disciplines ? Eh bien non, pas du tout. Eh bien, c'est le chessboxing. Ce concept est né de l'imaginaire de l'auteur Enki Bilal dans sa bande dessinée Froid Équateur sortie en 92. Dans son œuvre, il imagine une société vraiment obsédée par l'excellence et le classement où le chessboxing devient une discipline phare. Quelques années plus tard, Jeppe Rubing, un artiste performeur néerlandais, transforme cette idée de fiction en réalité avec un premier combat en 2003. Et alors, quelles sont les règles ? Eh bien alors justement, les règles, elles sont aussi fascinantes qu'étonnantes. Les participants alternent 3 minutes d'échec et 3 minutes de boxe anglaise. Et la partie peut se terminer par un échec et mat ou un KO. Ils font donc autant de stratégie que de puissance pour l'emporter. À 16 ans, le père de Thomas donc découvre cette discipline dans un article. Il lui dit « Mon fils, j'ai trouvé ton sport ». Sauf qu'à l'époque, aucun club de chessboxing n'existe. Donc pas possible pour Thomas de le pratiquer jusqu'au jour où Thomas fait une rencontre pour le moins très surprenante. Quand j'ai 23 ans, j'ai l'opportunité de faire un stage à l'étranger. Je dois, sinon j'ai pas mon diplôme. Et j'ai un stage canon à Stockholm. Et en fait, mon intuition me dit que c'est pas là où je dois être. Donc je décline, je pars à Berlin, finalement, où je trouve quelque chose là-bas. Je fais mon premier jour de stage, je cherche un club de boxe anglaise, et finalement il y a un club de chessboxing, donc je me dis encore mieux. Donc j'y vais, je me rappelle toute ma vie. L'entraînement commence, je fais une partie d'échecs contre quelqu'un, je le gagne, il me dit viens sur le ring on s'allume, il me dit pourquoi t'es là ? Parce que je veux être champion du monde de chessboxing. Il me dit mais tu sais qui je suis ? Je lui dis bah non. Et en fait c'était Jeppe, celui qui avait créé le sport.
Donc, pour moi, le destin, c'est ok. C'est improbable que je le rencontre ici, alors qu'en plus, il est hollandais. Donc, il me dit, ok, dans 3 mois, on fait un combat à Berlin contre Moscou. Est-ce que tu veux combattre sous les couleurs de Berlin? Et j'ai dit, ok, fais, on y va. Et bien suite à ça, Thomas rencontre du coup Enki Bilal et les 2 hommes décident de participer à la cagnotte de Thomas pour qu'il puisse se rendre au championnat du monde en 2017. C'est là que Thomas décroche le titre de champion du monde. 2 ans plus tard, il retrouve son titre à Antalya en Turquie. C'est un combattant régulier de l'IFC. Il affiche un impressionnant palmarès. Pour 12 combats, il a 11 victoires. Thomas Cazeneuve, c'est le premier Français sacré champion du monde de chessboxing. Il s'investit aujourd'hui pleinement pour le développement de cette discipline qui compte aujourd'hui plus de 2000 adhérents dans 30 clubs en France. Donc on peut dire que ça casse complètement les codes de ces 2 disciplines. Mais complètement, ça casse complètement les codes et c'est vraiment ce qu'a voulu créer l'auteur de cette bande dessinée. Il a voulu créer un oxymore, une fusion un peu improbable entre 2 mondes vraiment différents. Pour lui, l'alliance entre la boxe anglaise et les échecs, c'est une sorte de petite contradiction un peu séduisante. La boxe qui est un sport physique, rapide, brut, et de l'autre côté les échecs où il y a vraiment une stratégie, il y a un côté très intellectuel. Et pourtant, cette juxtaposition, elle s'impose vraiment comme une évidence. C'est une discipline où la notion du respect est omniprésente. On écoute Thomas à ce sujet. Je pense que les échecs et la boxe sont très similaires, contrairement à ce qu'on pouvait penser de prime abord, parce que pour moi ça reste un affrontement entre 2 personnes, entre 2 volontés. C'est ultra stratégique, que ce soit en boxe ou aux échecs, il faut toujours essayer de prévoir les coups de son adversaire, anticiper. Il y a une grosse dimension aussi psychologique, de montrer qu'on n'est pas touché par exemple, qu'on a fait mal à son adversaire. Pareil sur l'échiquier, il y a vraiment cette tension et ce combat en fait. Et donc, qui peut faire du chessboxing ? Alors, il n'est pas nécessaire d'être un grand maître pour le faire. Il faut juste connaître les quelques bases de jeu d'échecs pour avoir une certaine capacité de réflexion stratégique. La plupart des événements exigent quand même un classant Elo minimal, souvent autour de 1000 à 1200. Et pour le côté boxe, il est nécessaire de connaître les règles de base. Mais globalement, on trouve vraiment des profils extrêmement variés dans le chessboxing. En tout cas, ce sont toujours des personnes extrêmement curieuses et ouvertes d'esprit. C'est ça qui fait toute la beauté de cette discipline. Et les championnats du monde reviennent l'année prochaine. Donc attendez-vous à revoir Thomas qui compte bien revenir sur le ring et sur le jeu d'échecs. Petite question pour Kevin, est-ce que ça vous intéresse, vous, le chessboxing ? Alors déjà, je dois dire que Thomas est un très bon ami. Ça me fait plaisir de le voir dans cette interview. Il a déjà dit beaucoup de choses sur la discipline. C'est un gars vraiment, vraiment super. Très bon joueur d'échecs d'ailleurs. C'est une discipline très intéressante parce qu'elle lie le corps et l'esprit, et c'est vrai qu'il y a une stratégie globale en plus dans ce sport qui mêle la boxe et les échecs. Suivant ce qui se passe sur l'échiquier, ça peut modifier ce qui se passe sur la boxe, et c'est vraiment une très très belle discipline. Et en commentant quelques-uns de leurs événements, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes passionnées et passionnantes surtout. Et Kevin, les échecs sont souvent perçus comme élitistes. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, notamment avec les plateformes en ligne et leur explosion ? Alors, pas du tout. Les échecs ont encore un petit peu cette image, oui, mais en réalité, c'est un jeu qu'il est vraiment très simple d'apprendre. Un adulte va apprendre les règles en 30-40 minutes, et maintenant, c'est vraiment très facile d'avoir des ressources pour apprendre et progresser aux échecs, notamment via Internet et via les plateformes de jeu. Et donc, d'un jeu qui pouvait être un peu compliqué parce que il fallait acheter des livres, il fallait se déplacer en librairie, les comprendre, c'est pas évident de lire un livre d'échecs pour la première fois en tout cas. Maintenant, c'est un jeu qui s'est beaucoup démocratisé. Il est vraiment très facile de commencer les échecs et d'obtenir un niveau avec lequel on va s'amuser. Vraiment, c'est une question de jours ou de semaines, mais c'est devenu vraiment beaucoup plus simple. Vous venez de répondre à ma question. Je voulais demander à François justement quelle était la marge de progression quand on commence les échecs. Vous disiez tout à l'heure que c'était important de commencer enfant. À partir de quel moment on va vraiment être sur le plateau ? Vers quel âge on va pouvoir développer son jeu, sa stratégie ? Il n'y a pas d'âge. Je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Vous pouvez avoir un enfant qui est particulièrement doué, donc je vous répondrai en moyenne. Alors en moyenne peut-être à 12-13 ans, peut-être. Je voulais, si vous le permettez, parce que je trouve très intéressant ce concept de chessboxing, puis je reviendrai. Je trouve ça passionnant, étant donné que j'ai un petit peu avancé en âge. Moi, ça me plairait beaucoup de le faire, d'autant que ça pourrait être ouvert aux vétérans, étant donné qu'on peut faire de la boxe avec un bon masque. Et François, vous en pensez quoi, vous, sans trop s'amocher.
François, vous en pensez quoi, vous, de l'explosion des échecs en ligne? Est-ce que ça change la nature du jeu? Oui, tout à fait. Je pense que, alors là, il faudrait raisonner en besoin, en fait, pour un amateur, par exemple de mon niveau, qui est un amateur moyen, en fait, il faudrait qu'il respecte 66, il faut qu'il joue beaucoup, il faut qu'il respecte à peu près, moi c'est mon évaluation, 2 tiers de jeu. Donc on n'est pas toujours en club, donc jouer en ligne, c'est extra. Il y a notamment deux plateformes qui sont extraordinaires, que je ne nommerai pas. Enfin, c'est Elite Chess et chess.com, notamment. Et faut quand même faire un tiers de travail. Après, quand on commence à atteindre des niveaux 2000 et au-dessus, ça s'inverse plutôt. À mon avis, je parle sous couvert de Kevin, il faut peut-être 2 tiers de travail et 1 tiers de jeu. Mais en tout cas, il faut jouer tous les jours en ligne. Je suis assez formel là-dessus, au moins faire 1 ou 2 parties. Et justement, on se rapproche de la fin, mais j'aimerais quand même vous poser une question toujours dans l'ère du numérique. L'intelligence artificielle bouleverse le monde des échecs. Kevin, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. L'intelligence artificielle, elle a apporté en tout cas beaucoup de choses aux échecs. Elle nous a fait progresser parce qu'elle est beaucoup plus forte que nous. Le niveau de l'ordinateur est vraiment devenu stratosphérique. Et en réalité, on a pensé pendant un long moment que ça terminerait le jeu d'échecs et que ça le rendrait moins intéressant. Mais pour le moment, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passera dans le futur, mais ça a permis de découvrir des nouvelles stratégies et des nouvelles manières de jouer. Et ça permet de pousser notre propre intelligence à son paroxysme, je dirais. Donc pour le moment, ça a apporté pas mal de choses tout de même. Merci beaucoup, messieurs. C'est déjà la fin de cette émission. François Bernard Métil, ancien arbitre et animateur d'échecs au sein de la FFE. Arbitre actuel, toujours. Ah, navré. Alors, arbitre et animateur d'échecs au sein de la FFE pour le club d'Yssingeaux. Et Kevin Bordy, commentateur d'échecs, auteur, youtubeur et streamer passionné d'échecs. Merci à toi, Agathe. Merci. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission.